Et bonjour à tous, c'est Dumble J pour Squash FM. On se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite cette semaine au Memorial Auditorium à Sacramento en Californie devant plus de 3000 spectateurs. On commence le show avec Rodney Paquette qui rappelle à Orange Cassidy qu'il devait faire équipe avec Roderick Strong ce soir, mais suite à sa trahison au dernier show, il ne s'est pas présenté ce soir. Au final, ce sera Tomohiro Ishii qui fera équipe avec Orange Cassidy contre Gabe Kidd et Clark Connors. Le retour d'Ishii qui fait toujours un peu plaisir parmi la conglomération. Et on va pouvoir tout de suite commencer dans le vif du sujet avec Jon Moxley contre Mark Davis en match éliminator pour le titre continental. Un match assez intéressant où Moxley va essentiellement s'en prendre à la main de Davis qui saigne après que Mox l'ait mordu, comme vous pouvez peut-être un peu le voir sur l'image à l'écran. En seconde partie de match, Mark Davis qui va faire un joli pile driver où il soulève Moxley un petit peu comme un sac de sable depuis le sol pour le faire atterrir en sit-out pile driver. C'était assez impressionnant à voir, un peu à la façon de Castagnoli. Finalement, Moxley va réussir à gagner le match en piégeant Mark Davis dans son crossface qui va abandonner. Pour une fois, quelqu'un qui abandonne plutôt que de pass out, j'aime bien moi les abandons. Plutôt que les pass-out, je trouve que les pass-out c'est un peu les KO c'est un peu facile en soi dans le narratif, surtout que sur des matchs de moins de 20 minutes il y a un peu moins le contexte de l'épuisement on va dire, donc c'est vrai que j'aime bien quand les gens abandonnent, je trouve que c'est un peu plus pertinent dans les soumissions. Après ça on a FTR qui viennent au ring pour une petite promo où ils vont dire que voilà, les Bucks c'était la meilleure équipe mais en 2016, depuis maintenant ils sont juste deuxième parce que FTR existe et que c'est les numéro 1. Stokely va traiter les Young Bucks d'hypocrites parce qu'il y a 2 ans, ils faisaient tout pour se débarrasser de Private Party Toilet Facing. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, ils se serrent la main, ils sont tous copains, donc c'est un peu n'importe quoi. Les Bucks, eux, sont un peu vexés par ça. Ils arrivent dans le dos d'FTR et ils vont faire un petit super kick à cacher Dax. Et ils vont stéréo super kick Stokely qui est dans son fauteuil roulant. Dans la foulée, les Bucks vont annoncer que voilà, ils ont arrêté le shot. Ils veulent leur match à Révolution. On enchaîne encore un segment avec Brody King et Bandido dans une promo qui a été enregistrée à Grand Slam. Brody annonce voilà, il n'est pas content d'avoir perdu contre MJF. Il est passé à pas grand chose de remporter le titre, mais voilà, il en a pas terminé avec le titre mondial. Il va y retourner. On enchaîne ensuite avec le Fatal 4-Way pour le titre TBS entre Willow, Megan Bayne, Mina Shirakawa et Marina Shafir. Un match qui est assez sympathique, qui se laisse regarder, qui est bien rythmé surtout. Il y a une ou deux petites erreurs à un moment, mais c'est pas bien méchant. Au début, Marina Shafir et Megan Bayne vont logiquement s'allier pour essayer d'écarter Mina Shirakawa dans un premier temps. Puis ensuite, elles vont s'en prendre à Willow en 2 contre 1. Il y a Willow qui fait des jolies démonstrations de force en revenant dans le match, en prochant un petit peu tout le monde dans tous les sens. Il y a le match qui va surtout tourner à un moment où Marina Shafir et Megan Bayne qui se retournent l'une contre l'autre, finissent par un petit peu se vexer l'une l'autre que voilà, au final c'est un 4-way, donc il y en a qu'une qui va gagner. Forcément, au bout d'un moment, les tensions montent. Megan Bayne va pouvoir bomber Marina Shafir en dehors du ring, dans la zone où il y a la cloche. Et Mina Shirakawa qui va pas passer loin de la victoire avec son backfist suivi de son figure 4 leg lock. Mais Willow, au final, va la surprendre dans un roll-up pour le compte de 3. Willow Nightingale qui conserve, il me semble, c'est sa 2e défense de titre pour le titre TBS, puisqu'elle l'avait défendu contre Julia Hart, je crois, si je dis pas de bêtises. Match assez sympa. C'est toujours un petit peu, j'en parlais la dernière fois, mais je trouve toujours un peu dommage de concentrer tous les titres au même endroit, surtout quand t'as une division féminine qui manque peut-être un peu de punch en ce moment. Donc, je trouvais que c'était peut-être un bon moment, un bon match pour faire perdre le titre à Willow, même si ça fait pas très longtemps qu'elle l'a. Bon, je suis curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, l'avantage avec un 4-way, c'est que ça disqualifie pas Marina Shafir ni Megan Bayne de la course au titre. Donc, curieux de voir ce que ça va donner pour la suite. J'aimerais bien qu'on donne beaucoup d'importance à cette division un peu plus secondaire du titre TBS. Un petit peu comme ça pouvait être le cas avec Mercedes Moné, mais il y a toujours un peu cette ombre-là de Mercedes qui faisait quelque chose d'excellent avec le titre, et tout de suite, on voit ce qu'on a perdu avec quelqu'un qui a tout l'attrait média qui est Mercedes.
Là où Willow, c'est très bien, c'est une super catcheuse, mais elle a un petit peu moins ce côté superstar qu'a Mercedes Moné. La promo attendue entre MJF et Adam Page pour teaser le match de révolution entre les deux hommes pour le titre World masculin. MJF il va commencer la promo en disant que voilà, il déteste Adam Page, il déteste la façon dont il catch, il déteste la façon dont il parle, il déteste dont les gens réagissent à lui, qui disent tout le temps cowboy shit, et il déteste le fait que voilà, Adam Page il a 2 victoires contre lui. Adam Page lui va réagir, il dit bah moi tu me détestes, mais moi je te hais, et tu n'imagines pas à quel point tu ne fais que de profiter du travail des autres. Et voilà, cette fois Page il a envie que ce soit terminé pour de bon entre les deux. Lui aussi, il en a marre d'affronter MJF. Il en a marre de gagner contre lui systématiquement. Donc, Adam Page va dire on va essayer de trouver une stipulation. J'en propose une, t'en proposes une, et puis on laissera les gens décider derrière. Moi, je te propose qu'on s'affronte dans un Texas Deathmatch. Et si t'acceptes, en échange, si je perds, je ne deviendrai plus jamais challenger au titre World masculin. Donc, Adam Page qui nous fait une Cody Rhodes. J'ai pas l'impression que ça avait besoin d'aller jusque-là, parce que ça a l'air d'être un peu moins guttural que leur dernier match entre Adam Page et MJF cette fois-ci. Donc j'ai l'impression qu'on sort des grands chevaux pour pas grand-chose. Et il y a aussi un peu cette impression que Adam Page, il a un petit peu du mal autour des réactions. Alors c'est peut-être la salle qui fait ça, parce qu'il n'y a pas eu d'énormes réactions tout du long, à part peut-être pour le main event. Mais un peu l'impression qu'Adam Page il se fait un peu lâcher suite aux dernières polémiques avec Marty Scurll. Donc c'est difficile pour ce segment vraiment d'exister. On sent qu'il y a un petit truc qui cloche tout le long du segment. Mais bon, ça peut être potentiellement intéressant. MJF derrière lui va dire que il pense qu'il va accepter la proposition d'Adam Page, mais il se donne une semaine. Il va réfléchir à une stipulation de son côté également pour la semaine prochaine. Donc, c'est pas sûr non plus que le côté Adam Page qui quitte le fait d'être challenger pour le titre soit définitif. Je pense que MJF, sa contre-proposition, ça va être probablement de prendre la carrière d'Adam Page. En tout cas, qu'il se fasse renvoyer. Et si jamais MJF perd, je pense que ça va probablement être sa contre-proposition. Il va probablement avoir un truc du genre en fait, j'ai même plus envie de t'avoir dans les parages tout court. Donc, pourquoi pas pour l'instant, je suppose, parce que c'est pas encore ce qui va se passer. Mais on verra bien la semaine prochaine ce que va proposer MJF. Les Death Riders en backstage avec Pac qui dit qu'il veut s'en prendre à Don Callis Family. Mox lui dit qu'il en a pas terminé avec Takeshita et qu'il veut l'affronter pour le titre continental, mais cette fois-ci sans la time limit. Je suis un peu partagé là-dessus, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour moi, le principe du titre continental, c'est cette time limit, c'est cette règle de non-intervention. Donc, je peux comprendre le côté exceptionnel de faire on n'a pas réussi à trouver un vainqueur en 20 minutes la dernière fois, donc il faut qu'on retire cette time limit pour trouver un vainqueur cette fois-ci. Ça me dérange un peu que le match soit plus grand que le titre, sur le principe. Je préfère que le titre a ses règles, donc on respecte les règles du titre, et bon bah si le but est simplement de savoir qui est le meilleur, à ce moment-là, s'il veut s'affronter dans un match de plus de 20 minutes, il ne s'affronte donc pas pour le titre continental. C'est peut-être ça qui me dérange un petit peu plus. Maintenant, bon, je suis très content de voir Moxie et Takeshita s'affronter sans time limit, et ça va donner un excellent match. Déjà que la dernière fois, Grand Slam, c'était très très bien. Donc, j'avais envie d'en voir plus comme tout le monde. J'ai envie de voir le match se terminer comme tout le monde. Donc, je vais être très content. Je vais être assis devant ma télé et je vais être très heureux de voir Moxley affronter Takeshita. Mais j'ai ce petit côté avec le titre où ça m'embête un peu si le titre est en jeu et que ce soit au-delà d'une time limit de 20 minutes. J'aime qu'on respecte le principe du titre. Voilà, si tu poses des règles, c'est pour les respecter pour moi.
Le match entre Orange Cassidy et Tomohiro Ishii contre Clark Connors et Gabe Kidd. Première partie où Orange va prendre principalement la hit, avec Connors et Gabe Kidd qui vont s'en prendre à lui essentiellement, qui vont faire des relais rapides. Ensuite, il va y avoir le hot tag d'Ishii qui fait le ménage. Il y a même Darby Allin, comme la semaine dernière, qui va intervenir en fin de match pour mettre un coup de skateboard dans le dos de Gabe Kidd pour permettre à la conglomération de prendre la victoire. Ça fait 2 semaines de suite que Darby s'en prend à Gabe Kidd. Je pense que voilà, on s'emmène tout doucement vers un match entre les deux à Révolution. Ou peut-être un tag match avec Darby qui se trouve un partenaire, mais pour l'instant, rien d'annoncé pour un partenaire éventuel à Darby. Pas eu non plus particulièrement de nouvelles de Roderick Strong pour ce match, donc on n'avance pas grand-chose pour le moment. Si ce n'est que je trouve que Clark Connors fit plutôt bien dans le roster de l'Elite. Alors pour l'instant, il me semble pas que ça a été officialisé, qu'il fasse partie du roster définitivement de l'Elite Wrestling. Il n'y a pas eu le petit graphique comme pour Lena Cross la semaine dernière. D'ailleurs, Lena Cross, pareil, qu'on n'a pas vu cette semaine. Peut-être qu'elle a été bloquée pour des problèmes de visa, etc. Je sais pas trop. Mais c'est un peu dommage de nous l'avoir amené à Grand Slam Australia si derrière tu ne la représentes pas ensuite. Il y a parfois un petit problème sur le fait d'enchaîner chez l'élite qui est un peu dommageable. Bon, dommage, on va dire. Mais en tout cas, Clark Connors, ça marche bien. Gabe Kidd, ça marche correctement. Donc, ouais, curieux de voir ce que ça va donner. De toute façon, je pense à un Gabe Kidd, Darby Allin. Les dernières fois qu'ils se sont croisés dans le ring, c'était sympa. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais par la suite. Curieux de voir ce que ça va donner. Josh Alexander et Adam Case Family dans ces segments un peu récurrents où ils tabassent des gens dans les couloirs. Moi, ces segments-là, il me faut mourir de rire à titre personnel. J'ai envie qu'ils fassent ça toutes les semaines, mais je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a pas un qui se prend une amende ou quelque chose. Tony Khan, il a l'air de s'en battre les couilles que qu'il y ait des membres de la sécurité qui se fassent tabasser toutes les semaines. Il y a un mec qui se fait péter la cheville par Josh Alexander une semaine sur 2. Il va peut-être falloir faire quelque chose. Mais en tout cas, ils acceptent le challenge de Pac. Et il y a Don Callis qui va également arriver pour accepter le challenge de Moxley au nom de Takeshita. Donc, ils s'affronteront dans un match de plus de 20 minutes, l'un contre l'autre. Il y a Okada qui va également arriver. Il dit que voilà, lui, il est prêt à défendre son titre, contrairement à Takeshita, parce que Takeshita, lui, n'est pas champion. Et Andrade, lui, va dire qu'il a toujours les yeux sur le titre World. Et Don Callis veut également prendre le titre CMLL Heavyweight, détenu par Castagnoli. D'ailleurs, il dit que c'est pour le title shot va être pour le mentor de la Don Callis Family. Je vois pas qui c'est. Si ce n'est peut-être Rocky Romero, qui est le seul, il me semble, mec qui fait qui est entraîneur dans la vie de tous les jours. Donc, un Rocky Romero Claudio, moi je suis content parce que Rocky Romero, c'est un catcheur que j'aime bien. Et en plus, s'il a l'occasion de se mettre en valeur, c'est cool. Mais du coup, c'est le seul que je vois comme ça. Si jamais, peut-être qu'il y a eu des annonces entre-temps. Je les ai pas vues, en tout cas, si c'est le cas. Comme j'enregistre quasiment dans la foulée d'avoir vu le show et que j'ai fait en sorte de pas me spoiler. En général, c'est comme ça que j'enregistre en quasi-condition du direct. Je regarde le show, je note au fur et à mesure. Et après, j'enregistre. Ça m'évite d'avoir les avis des gens et d'avoir mon propre avis à moi. Donc, c'est pour ça que parfois, ça m'arrive de rater des choses aussi. Parfois, il y a certaines personnes qui parlent d'une chose en particulier et, dans les shows. Et moi, parfois, ça me parle pas plus que ça. C'est parce que j'y ai pas fait attention. Je fais exprès de pas regarder les réseaux sociaux, de pas me entre guillemets polluer l'esprit avec autre chose pour essayer de vous donner vraiment mon avis à moi sur les choses et pas essayer de rapporter l'avis des gens. Donc voilà. Bon, après, parfois, quand j'enregistre plus tard, forcément, je regarde un peu ce qui se passe, mais là, comme en ce moment, j'ai l'occasion de pouvoir enregistrer dans la foulée. Là, c'est vraiment mon avis brut que vous avez. Donc voilà, peut-être que le mentor de la Uncase Family, ce n'est pas Rocky Romero, c'est quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être que je l'aurais vu entre-temps, mais n'hésitez pas à préciser. Autre segment avec Hook qui annonce que les Hops sont actuellement en recrutement. Shibata fait du scouting au Japon pendant que Hook se charge du recrutement aux États-Unis. Hook qui prend le rôle de leader de The Hops en l'absence de Samoa Joe. Je comprends parce que c'est celui qui parle anglais. Shibata parle
pas. Il ne possède que des coups d'avant-bras et des coups de pied. Donc il ne possède pas de langue, tout simplement, Shibata. Il peut juste croiser les bras et hocher la tête. C'est la seule chose qu'il sait faire. Donc forcément, Hook doit prendre le lead. Ça lui donne une occasion de montrer quelque chose. Je suis un peu... Moi, j'aimais bien Hook sur le démarrage quand il faisait des squash en boucle. Je trouvais que dans ce format-là, il était très bon, dans ces formes-là de 3-4 minutes, où il squashait des gens, je trouvais que ça marchait très bien. Quand il avait ce côté un peu muet, ça fonctionnait très bien. Maintenant qu'il doit parler, qu'il doit faire le méchant, qu'il doit en plus se présenter un petit peu comme le méchant de base, un peu un chouïa lâche, je trouve que ça fonctionne moins bien, Hook. Ça a jamais été un excellent catcheur, ça a jamais été un mec qui est voué à devenir un 9, 10 sur 10. En tout cas, je pense pas. Je lui souhaite, hein, c'est tout le mal que je lui souhaite. Il est encore assez jeune pour progresser. Donc, il a une occasion de montrer qu'il est capable de faire quelque chose. J'aimerais bien le voir un petit peu plus sur le ring, voir un petit peu plus catcher. En tout cas, curieux de voir d'éventuelles additions au Hops. Ce que le clan peut donner. Ils ont l'air de dire que voilà, justement, ils cherchent également au Japon et également aux États-Unis. Donc, j'aurais envie d'air au moins 2 additions. Est-ce que ce serait des nouveaux membres de roster? C'est, en tout cas, moi, je le dis souvent sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais vraiment beaucoup voir Violence is Forever chez All Elite Wrestling. C'est une excellente tag team sur le circuit indépendant. Je pense qu'il marcherait vraiment très bien chez All Elite Wrestling et dans leur division par équipe. Je pense que c'est une équipe qui mérite à être plus connue aujourd'hui. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Après, côté Japon, j'ai du mal à voir qui sont les agents libres qui pourraient coller un petit peu à The Ops, mais curieux de voir ce que ça va donner. Match par équipe entre les Brawling Birds de Jimmy Hater et Alex Windsor contre Becca et Viva Van. Viva Van, bon, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de la voir sur les écrans de Elite Wrestling. Becca, avec un 3 à la place du E. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une catcheuse indépendante qui a pas mal bossé aux États-Unis et en Europe. C'est surtout une habituée de Beyond Wrestling. Donc, c'est pas une catcheuse exceptionnelle, Becca. Moi, sur ce que j'ai vu d'elle, j'ai jamais vu de très grands matchs d'elle. Donc, ça a l'air d'être une catcheuse un peu de mid-card par équipe qui fait le travail. Elle a surtout une entrée où elle chante et elle est un peu insupportable. Donc, c'est un peu ce rôle-là qui fonctionne bien dans du catch indépendant. Je pense pas qu'elle est vouée à percer, on va dire, sur des hautes cartes. Mais elle a fait un joli travail sur ce match-là. Quand elle prend le hot tag, elle va faire des jolis coups d'avant-bras où elle va y aller assez franco sur Jamie Hater et Alex Windsor. Elle va même enchaîner avec un petit double sling rope stunner sur les Brawling Birds. Et au final, bon, ça vire au squash. Les Brawling Birds qui vont prendre la victoire via une heart attack dans un squash match que se sent pas regarder. C'est bien rythmé, c'est pas trop long, c'est un format de match qui fonctionne bien. Vestiaire maintenant avec Chris Statlander et Thunder Rosa qui fait son retour chez Elite Wrestling. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Et Chris Statlander qui dit voilà, on n'a pas terminé avec Tekla. Thunder Rosa, elle veut aider Statlander. Et d'ailleurs, on annoncera un peu plus tard qu'elle affrontera Julia Hart à Collision. Content de voir Thunder Rosa de retour, même si depuis les débuts de Elite Wrestling, on n'a pas retrouvé la Thunder Rosa des démarrages. C'est une Thunder Rosa qui est un peu moins intéressante à suivre, je trouve. Après, ça fait un joli nom, une ancienne championne du monde dans le roster. Ça peut aider pour la mid-card. Il va falloir en profiter un petit peu si elle est là, l'utiliser régulièrement. Peut-être que elle, pour le coup, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait faire du bien télévision par équipe si tu lui trouves une partenaire. Il y a peut-être un truc assez intéressant à sortir avec Thunder Rosa à ce niveau-là. Je suis content de la revoir sur le principe parce que c'est une ancienne championne du monde et que voilà, je pense que ça peut toujours aider d'autres personnes de prendre des victoires sur elle parce qu'il y a un côté aura Thunder Rosa qui fonctionne quand même. Maintenant, c'est pas une de mes catcheuses préférées. C'est sûr que si on me demande, je préférerais voir Hikaru Shida au Rio qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais bon, il faut bien que ça tourne de temps en temps. Kevin Knight qui affronte le Beast Mortos dans un match qui était assez sympa et dynamique entre les deux. Ils font un joli match qui est remporté par Knight avec son UFO Splash. Il n'y a pas énormément à dire, c'est un match qui est surtout un petit
Un petit spot fest, on donne des victoires à Kevin Knight, beaucoup en solo ces derniers temps. On l'a déjà dit dans des précédents épisodes des récaps, c'est que voilà, on sent qu'il y a une volonté de Elite Wrestling de mettre Kevin Knight en avant. Donc pourquoi pas, moi j'aime beaucoup Kevin Knight. Je pense qu'il y a un truc à aller chercher avec lui, donc allons-y. The Demand qui d'ailleurs vont réagir à la victoire de Kevin Knight et qui reprochent à Rodeo Jet Speed de ne pas avoir défendu le titre trio depuis qu'ils l'ont gagné. D'ailleurs, ils veulent les affronter à Collision. Donc, je pense que les trois vont s'affronter pour les titres trio. Et juste après, en voulant partir, vous retrouvez un couteau planté dans la porte du vestiaire. On peut s'en douter que c'est probablement Jacques Perry qui n'en a pas fini avec The Demand. Curieux de savoir ce que ça va donner. Après, on a déjà eu un match contre Ricochet, c'était sympa. C'était pas terminé clean, donc ça peut justifier un rematch de Jacques Perry pour le titre national. On va voir ce que ça va donner. C'est pas l'affiche qui m'excite le plus. J'aime bien les deux catcheurs. J'avais l'impression qu'ils avaient raconté ce qu'ils avaient raconté. Et c'est toujours un peu cette tendance parfois à Colin de pas lâcher le truc au moment où ils peuvent le lâcher. Faisons tourner un petit peu Ricochet. Surtout par exemple, voilà, les titres trio. Ricochet serait un bon représentant, je pense. Mais d'avis que Jacques Perry risque d'intervenir dans le match trio pour faire perdre The Demand, alors que je pense que justement ce serait assez intéressant d'avoir The Demand champion trio, parce qu'ils ont quelque chose de plus à raconter. Il y a beaucoup de titres chez les hommes, donc ça me dérange un peu moins qu'il y ait des doubles champions. Donc je pense que les titres seraient mieux placés à ce niveau-là. Et on passe au main event de la soirée, Kenny Omega contre Swerve Strickland. Un match très personnel entre les deux hommes dans ce main event de Dynamite. On va vite partir dans les strikes et des concours de force pour prouver la supériorité physique à son adversaire dans un premier temps. Ça va être à l'avantage de Swerve Strickland. Le match va ensuite tourner à la faveur de Kenny, mais seulement pour une courte période, quand il va réussir à montrer un petit peu de catch. Mais Swerve va systématiquement revenir dans le match en contrant la Best Boot Machine. Kenny va finalement réussir à placer sa Snapdragon Suplex sur le tablier du ring. Puis il va essayer de la placer à nouveau, mais cette fois en contrebas du ring depuis le tablier. Swerve va revenir à ce moment-là, va se retenir aux cordes pour ne pas se prendre la suplex. Kenny va réaliser du coup une German suplex en changeant de plan. Swerve atterrit sur ses pieds. Il va enchaîner directement Kenny avec une snap suplex. L'enchaînement, il est magnifique. De toute façon, je pense que vous l'aurez probablement déjà vu tourner sur les réseaux sociaux en vidéo et vous voyez de quelle séquence je parle. Et alors que Kenny semble prendre l'avantage et va pour son running knee sur Swerve, Aubrey Edwards va se retrouver entre les deux hommes, légèrement attiré par Swerve. Au début, on sait pas trop s'il fait exprès de se placer comme ça. Et Aubrey Edwards va se prendre le coup de genou à la place de Strickland. Suite à ça, pendant que Kenny est un petit peu distrait, house call de Swerve, qui a pas d'arbitre pour compter le compte de 3. Il va essayer du coup de maintenir la pression en mettant son Swerve Stomp sur le tablier du ring. Il va faire également un petit, vous savez, la bascule, la guillotine sur les protections du coin, mais avec la protection de retirer au niveau des câbles, là, entre le coin et la protection. Donc mouvement assez qui a l'air de faire mal en tout cas. Et donc qui va enchaîner. Et donc il y a un arbitre qui va arriver à ce moment-là. Swerve Strickland va refaire un nouveau Swerve Stomp. L'arbitre arrive, 1, 2, dégagement de Kenny Omega. Swerve va pour son house call pour prendre le compte de 3 cette fois-ci, mais c'est contré par Kenny Omega qui enchaîne avec sa Snapdragon sur un nouveau running knee. Swerve va intercepter pour un house call suivi du brick pressure. 1, 2, 3, victoire de Swerve Strickland sur Kenny Omega dans un excellent match que je vous recommande d'aller voir. Là pour le coup, sur ce show-là, c'est facile de recommander un seul match. Si vous avez le temps de regarder qu'un match de la soirée, allez sur celui-ci. J'ai pas trop fait attention s'il y avait une coupure pub pendant le match, mais s'il y en a eu une, elle s'est pas faite sentir. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de lancement de pub, donc moi je regarde la version sans les publicités, la version Thriller TV. Donc parfois je zappe quand ils font des lancements de pub quand je suis un peu investi dans l'action. Mais il me semble qu'ils ont calé toutes les pubs avant pour pas avoir en diffusé sur ce match-là, et ça s'est bien senti. Ça donne un match qui fait
qui ressemble pratiquement à un match de calibre de pay-per-view. Hein. On pourrait presque dire du coup que c'est dommage de pas être en pay-per-view parce que c'est tellement une belle affiche à mettre, mais c'est tellement cool d'avoir ce genre d'affiche sur des shows weekly, de pas attendre une éternité pour voir des matchs excellents comme ça, et de donner voilà juste du grain à moudre à des excellents catcheurs. Et après le match d'ailleurs, Swerve va vouloir prouver encore une fois qu'il est le meilleur parce qu'il va complètement vriller et s'en prendre à Kenny Omega sous les huées du public. Il va même aller prendre la chaîne à Prince Nana pour étrangler Kenny à la troisième corde du ring, là comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc Swerve qui vrille complètement. Et il va même, après coup, préparer la table des commentateurs sous les hurlements de Daniel Bryan, de Bryan Danielson, qui va lui dire bon bah voilà, t'as déjà prouvé ton point, en fait, t'as plus besoin d'aller plus loin. Et Swerve va placer les escaliers, va vider la table des commentateurs, et il va appliquer un vertébreaker sur la table des commentateurs, et il va terminer le show en hurlant des j'avais besoin de ça. Et ben je pense que nous aussi on avait besoin de ça, Swerve, parce que là il y a un côté alors bon, je pense qu'on est en train de prévoir un write-off pour Kenny Omega qui va devoir peut-être s'absenter quelques semaines. Il avait été régulier sur la semaine précédente. Il n'y a pas grand chose à raconter pour lui éventuellement jusqu'à Révolution parce qu'il a été battu par Swerve. Il s'est fait écarter d'une chance pour un match pour le titre par Adam Page qui a remporté le match pour devenir challenger. Donc plus grand chose à raconter pour Kenny Omega jusqu'à Révolution. Donc moment un peu intéressant où il va être write-off. Va y avoir Swerve qui va avoir quelque chose à raconter, je pense. Je sais pas si on va avoir la revanche, parce que bon là clairement ça appelle à une revanche à Révolution ou après. Mais bon voilà, Kenny en tout cas va prendre probablement 1 ou 2 semaines de repos. Et ouais, curieux de voir comment va se passer Dynamite la semaine prochaine. Pour voir voilà ce que va dire Strickland, qui va être la suite pour lui maintenant qu'il a battu et qu'il a détruit Kenny Omega. Qu'est-ce qu'il va faire? Vers quoi il va se diriger? Je suis très excité d'aller voir ça. Et on le débriefera, bien entendu, dans votre récap de Dynamite par Squash FM la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à mettre un j'aime, un commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'essaye tout le temps d'adapter le plus la formule au retour éventuel et à ce que vous pouvez avoir à dire. Je réponds aux commentaires hein, surtout, hein, donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose à demander ou quoi. J'essaye de faire en sorte de répondre à tout le monde parce que si vous prenez le temps de mettre un commentaire, c'est important de prendre le temps d'y répondre. Pour l'instant, il n'y en a pas 1 milliard, donc ça va, c'est facile. Donc merci à vous de suivre cette chaîne et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau récap de Dynamite. C'était Dumble J. À la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien. Salut.